Bonjour à tous et bienvenue sur VDN Co. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se lance dans un nouveau style de vidéo, qui se rapproche quand même beaucoup des retours de brocante. Ce sera des avis lecture. La seule différence, c'est qu'en fait, tout simplement, je ne trouve plus assez actuellement de BD en brocante, donc j'en achète pas énormément. Et donc, je dois beaucoup aller finalement à la bibliothèque. Donc en fait, je fais des nouvelles lectures sur la bibliothèque, ce qui est toujours un peu frustrant, je trouve personnellement, parce que j'aime bien avoir acheté les BD, surtout quand je les apprécie énormément. Mais comme je peux pas tout acheter, comme ici la BD est très chère, comme je vous avais dit, eh bien c'est aussi un bon moyen d'avoir des BD, de les lire et de vous en parler, c'est d'aller les prendre à la bibliothèque. Donc comme c'était plus que des retours de brocante, eh bien je fais un mix entre les BD que j'ai acheté en brocante ou alors qu'on m'a offertes, et puis les BD que j'ai récupérées à la bibliothèque. Si ce n'est pas des séries, on va dire, complètes que je vous présente dans le top des séries, eh bien je vous les présenterai ici dans ces avis lecture. Aujourd'hui, on a 4 BD différentes. Enfin, en soi, c'est 3 lots de BD. On a d'abord Les Filles de Salem de Thomas Gilbert. On a ensuite Les Aigles de Rome, tome 6, certainement que vous l'avez déjà lu, c'est quand même très très connu. Et puis on a 2 Jonathan, le 5 et le 8, que mon papa m'a offert quand il était venu me voir et qu'on a été justement chez mon petit vendeur d'occasion, et qui m'ont beaucoup plu, c'était un coup de cœur, donc je vous les garde pour la fin et pour vous en parler. Et avant d'aller un petit peu plus loin, comme d'habitude, le rituel, malheureusement on est obligé de passer par là, c'est comme ça, c'est la vie des vidéos YouTube. Alors je vous demanderai de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et puis d'activer la cloche pour avoir les notifications et pouvoir suivre mes vidéos. De me dire en commentaire, est-ce que ça vous convient, cet avis lecture avec un petit peu des BD de bibliothèque, des BD de brocante, des BD achetées neuves même, ça pourrait faire aussi le cas. Et puis bien sûr, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça aide beaucoup la chaîne et puis c'est toujours gratuit. Et on démarre tout de suite avec donc la BD Les Filles de Salem de Thomas Gilbert. Une BD qui est aux éditions d'Argo, format un petit peu plus petit, donc presque on est vraiment sur du roman graphique au niveau du format, et qui est sorti en 2018. Et qui est d'environ 200 pages, 198 si ma mémoire est bonne. C'est une BD un petit peu dans l'air du temps de Podom, donc la BD dont je vous avais parlé, où personnellement j'avais moins aimé que la plupart des gens, j'avais trouvé que c'était une bonne BD, mais qu'il y avait quand même quelques points vraiment négatifs quand même. Et bien là c'est en fait un peu pareil. Les Filles de Salem, donc ça nous raconte l'histoire de Salem. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Salem, des sorcières de Salem, Salem c'est une petite ville qui est juste au-dessus de Boston. Et en fait d'ailleurs j'ai acheté la BD parce que je suis passé par la ville de Salem et là-bas il parle énormément de l'histoire des sorcières de Salem. Et donc forcément en voyant ce titre-là, Les Filles de Salem, comment avons-nous condamné nos enfants ? Eh bien, ça m'a fait penser tout de suite à cette histoire. Et puis, la 4e de couverture nous le dit tout de suite, ça nous parle des sorcières, de ce village de Salem et de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, dans cette histoire, on va suivre l'histoire de ce village, de comment il en est arrivé à tuer beaucoup de gens de son propre village. Alors dans cette BD ils en tuent que 5, mais dans la vraie histoire, dans la vraie vie, ils en ont tué beaucoup, je crois 80 voire 100 personnes, enfin c'était énorme. Et donc d'où vient cette chasse aux sorcières, et on va essayer de la comprendre grâce à cette BD. Alors je vais pas en dire plus pour l'histoire. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les filles de Salem, les sorcières de Salem, je sais qu'il y a beaucoup de très bonnes vidéos qui en parlent sur YouTube. Vous tapez sorcières Salem et vous allez trouver des choses super bien. Et d'ailleurs, moi j'avais regardé du coup une vidéo sur les sorcières de Salem, donc je savais un peu à quoi m'attendre et je voulais voir si l'histoire allait être proche de ce qui se passait, en tout cas de ce qu'on pense qui s'est passé et de ce qui est écrit dans l'histoire, ou si ça allait s'en éloigner et créer une sorte d'histoire un petit peu à la Podom pour, alors je vais dire un mot qui est un petit peu fort peut-être, mais pour faire des récupérations un petit peu politiques, autour notamment du féminisme et de toutes ces valeurs-là. Et donc c'est là où j'ai été un peu déçu. Parce que d'un côté, la BD m'a plutôt bien plu, dans l'ensemble c'était plutôt correct, l'histoire est pas trop mal faite et pas trop mal écrite, mais dans l'ensemble je trouve que c'était un petit peu trop caricatural. Alors ça me dérange pas du tout d'être caricatural quand c'est surtout dans l'humour et quand on veut dépeindre des traits de personnages qui méritent d'avoir ce trait-là. Mais là, je trouve que c'est quand même un sujet qui était, en tout cas, qui est apporté d'une manière un peu sérieuse. Et donc pour moi, quand on amène les sujets d'une manière un petit peu sérieuse,
il faut avoir le ton qui fonctionne derrière, les dessins qui fonctionnent derrière, et bien entendu, tout simplement les personnages et leur caractère qui fonctionnent avec. C'était une des critiques que j'avais fait à Podom, c'est que on se veut d'un côté très sérieux et d'un autre côté pas du tout sérieux sur certains autres trucs et un petit peu complètement déjanté sur d'autres, et je trouvais personnellement que le mélange ne fonctionnait pas. Je sais qu'il y a des gens qui ont adoré et justement qui ont trouvé que ça amenait du recul, que ça amenait beaucoup de choses, mais personnellement c'est pas ce que j'ai compris en tout cas dans cette BD, c'est pas comme ça que je l'ai pris. Et les filles de Salem c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les personnages sont pas si mauvais que ça du début à la fin, mais ils sont dans des énormes clichés en continu, et personnellement je trouve que ça gâche un petit peu l'histoire. Par exemple, dès le début, cette jeune Abigail, elle va avoir un garçon qui va lui donner un petit jouet en bois. Et donc suite à ça, sa maman va l'emmener dans une espèce d'antre avec ce qu'ils appellent la sorcière, mais en fait c'est juste une groupe de dames qui vont discuter entre elles. Et parce qu'elle a reçu ce cadeau, ils vont vérifier sa virginité, ils vont vérifier si elle est prête à avoir des enfants, etc. Comme ils le disent, si son fruit est mûr à être cueilli. Et tout de suite, ils vont lui dire, il faut qu'on lui protège sa vitalité, il faut qu'on la protège parce qu'elle va devenir la proie des hommes dans le village. Enfin, ça passe du tout au rien, là, d'un coup. Et franchement, personnellement, j'ai trouvé ça un peu n'importe quoi. Voilà, tout de suite, ils vont même aller jusqu'à lui couper les cheveux, la rendre presque masculine. Et ça, quand on veut une histoire historique, je pense qu'on se renseigne un petit peu et je pense que c'est pas ce qui se passait exactement, quoi. Bon, même si bien sûr ils ont voulu en faire une histoire un petit peu fantastique, mais encore une fois, ça fonctionne pas, je trouve. Bon, plus tard, on va se rendre compte que c'était notamment parce que ça va, donc du coup elle va s'éloigner du jeune garçon qui essayait de le draguer un petit peu, et puis en fait on va se rendre compte que ce jeune garçon, énervé par le fait qu'elle ne soit plus du tout proche de lui, qu'elle lui parle même plus, va faire une bêtise et je veux pas vous spoiler, mais bon, en gros il va être en partie responsable de ce qui va se passer avec les sorcières. Donc bref, l'histoire, elle va partir très très vite. On va partir de cette femme qui va devenir un petit peu bloquée, qui va devenir un garçon manqué, enfin non pas vraiment un garçon manqué, mais qu'on va essayer de traiter un petit peu comme ça pour éviter qu'elle soit souillée, comme ils le disent. Et puis, en fait, on va la suivre avec sa copine, et effectivement, elles vont commencer à discuter avec la femme de ménage du prêtre, qui est une indienne d'Amérique, donc indienne d'Amérique, des Premières Nations, et qui va leur raconter des histoires sur les dieux des Amérindiens, sur comment fonctionne tout ce qui est mythologique autour des dieux. D'ailleurs, cette page est magnifique pour le coup, moi j'ai trouvé ça superbe, quand elle leur raconte l'histoire avec les différents dieux, les différentes mythologies des Amérindiens. J'ai trouvé ça très très beau et très bien imagé. Mais bref, à partir de là, elles vont commencer à s'imaginer des histoires de sorcières, à avoir des visions, etc. Et à partir de là, ils vont commencer à partir complètement en cacahuète le village et à dire que les femmes sont des sorcières, que plein de femmes sont des sorcières. On va intégrer plein de différents personnages à l'extérieur, notamment 2 femmes qui tiennent une auberge dans un village où les gens étaient très religieux, ils craignaient énormément Dieu, etc. Et puis c'était dans les années 1800, donc on est vraiment sur quelque chose qui n'aurait pas pu exister. Et puis là, au final, c'est les premières qui vont être lynchées, qui vont être traitées de folles, de démentes, etc. Alors pour le coup, normalement, dans l'histoire, c'est une mère et sa fille, et non pas 2 femmes qui vivent en tant que lesbiennes. Mais on sent que c'est aussi pour montrer que ça peut être 2 femmes fortes qui tiennent l'auberge, etc. En fait, on veut faire passer beaucoup de messages au travers de plein de différents personnages, et je trouve que ça nuit plus à la BD et au message qu'on veut faire passer qu'à autre chose. Que si l'histoire avait été, entre guillemets, plus simple et juste tournée autour de la vraie histoire et de tout ce qui s'est passé et des différents personnages, en fait, ça aurait été suffisamment difficile. On n'aurait pas eu besoin d'autant de mise en avant de certains personnages, on n'aurait pas eu besoin d'autant mettre en avant aussi certaines problématiques de la vie à cette époque-là, parce qu'on sait déjà qu'il y avait des problématiques, on le sait que les femmes étaient traitées pas de la meilleure manière en tout cas, et puis que la religion primait surtout et pouvait faire complètement changer les différentes personnes. Mais justement, apporter certains personnages, apporter certaines histoires secondaires en parallèle, c'est pas forcément très intéressant, et je trouve personnellement que ça nuit plus à l'histoire qu'autre chose. Et encore une fois, il y a certains personnages qui ont justement des caractères complètement absurdes, comme le prêtre notamment, qui est d'un côté un violeur d'une femme qui est un peu folle et qui est abandonnée dans le village,
et d'un autre côté qui est le mec hyper religieux, qui fait vraiment le berger, qui veut protéger les moutons de sa communauté. Et en fait, on aurait juste gardé avec ce rôle un petit peu malsain de berger qui veut gérer ses moutons, mais un petit peu trop, qui veut les manipuler en fait autour de ça. Ça aurait suffi, parce que de toute façon, toutes les atrocités qu'il y a derrière, notamment il y a une femme enceinte, bon là du coup c'est celle qui l'a violée, mais dans la vraie histoire de Salem, il y a aussi, oui, effectivement eu une femme enceinte qui aurait accouché en prison au moment où elle a été traitée de sorcière. Le bébé serait mort quelques jours plus tard et ils ont laissé le cadavre du bébé dans la prison. Enfin bref, c'est beaucoup de choses très dures, très violentes, et je trouve qu'ils en ont du coup rajouté pour rien, et pour juste faire passer des messages qui sont pas forcément les plus intelligemment faits en tout cas. Donc encore une fois, un peu à la même manière de Podom, d'un côté j'ai beaucoup aimé et d'un autre côté j'ai été vraiment déçu de comment ils ont apporté l'histoire. Et au niveau des dessins, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est des dessins assez simples, avec très peu de détails, très peu de traits particuliers. Par contre, il y a certaines pages, comme je vous le montrais tout à l'heure, avec la manière dont il parle de la mythologie amérindienne, qui sont très belles. Et il y a aussi quelques grandes pages plus tard, avec certains démons, etc. Voilà, comme cette page ici, qui sont vraiment très jolies, très sympas. Mais pour le reste, j'ai pas forcément apprécié. Les expressions sont pas les plus belles. Les visages, bon même on peut le voir ici, les visages des différents personnages sont plutôt réussis dans le sens où on arrive facilement à savoir qui est qui. Mais par contre, au niveau de la manière dont ils réagissent, de leurs expressions, etc., j'ai pas trouvé ça très réussi. C'est très exagéré, mais c'est pas forcément du coup très réussi. Donc quand même assez mitigé, parce que d'un côté, effectivement, on voit avec les expressions exacerbées et complètement abusives, on comprend vite ce qui se passe, mais d'un autre côté, eh bien, à l'inverse, on se rend compte que finalement, certaines pages sont un petit peu sans âme, un petit peu inintéressantes en fait. Et comme le dessin n'aide pas entre guillemets à nous attendrir et à nous garder dans l'histoire, eh bien il y a certaines pages où on a juste envie de passer rapidement et puis d'avancer parce que le dessin n'est pas incroyable et parce que l'histoire des fois nous bloque un petit peu. Donc un peu moyen, sincèrement, mon retour c'est un peu moyen. C'est d'un côté l'histoire aurait pu être super bien, mais il y a beaucoup de petits défauts, et d'un côté le dessin aurait pu être très bon tout en étant simple. C'est pas parce qu'il est simple qu'il est mauvais, c'est la manière dans l'ensemble, dans la généralité. Mais il y a des très bonnes choses aussi, comme il y a des choses vraiment moins bonnes. Donc c'est mitigé pour cette lecture. Ensuite, pour la seconde BD, c'est donc Les Aigles de Brome, le tome 6, le nouveau qui est sorti en 2023. Nouveau, bon ça maintenant ça fait plus d'1 an, mais il est sorti en 2023, c'est toujours Marini qui s'occupe du dessin et du scénario. Et c'est toujours chez Dargaud. Mais cette fois, par contre, ça fait 84 pages, donc c'est beaucoup plus que les tomes précédents qui oscillaient entre les 54 et les 60 pages. C'est une BD que j'attendais beaucoup parce que pendant un temps, j'ai cru qu'il avait arrêté complètement la série. Qu'il était satisfait par la dernière bataille et la dernière grand épisode qui franchement pouvait terminer la série, même si on attendait d'avoir le 6, 7, 8 qui était prévu à la base. Mais quand il m'a parlé du fait qu'il allait recommencer Les Aigles de Rome, j'étais vraiment très heureux de pouvoir retrouver nos deux héros et puis de pouvoir retrouver ce dessin très particulier et très personnellement agréable, je trouve, de Marini. Et cette histoire qui, pour le coup, sur les 5 premiers tomes, était vraiment bonne. Et d'ailleurs, pour l'histoire, pour ne pas spoiler, je ne vais pas vraiment décrire l'histoire. On reprend à la suite de la bataille et on va suivre sur l'ensemble du tome tout ce qui se passe à Rome avec tous les jeux politiques et les différents personnages qui souhaitent un petit peu tirer leur épingle du jeu. Et sincèrement, pour l'histoire, on n'avance pas à grand chose sur ces 84 pages. Et oui, parce qu'effectivement, je l'attendais beaucoup cette BD, j'avais hâte de la lire et j'ai été très déçu. Et pas que sur l'histoire, parce que sur l'histoire, on a quand même 84 pages d'histoire. Et sur les 84 pages, on avance moins qu'en une dizaine de pages du tome 1, 2, 3, 4, 5. C'est incroyable à quel point il a réussi à faire traîner une intrigue qui n'est pas terrible, sincèrement, sur 84 pages. Et personnellement, j'ai été vraiment super déçu. On n'avance pas, on est à Rome, on a toujours les mêmes personnages, on a des complots qui sont complètement visibles du début à la fin, on sait ce qui va se passer. On a
aucun étonnement du coup. Hein. Les personnages qui arrivent et qui repartent, etc. sont pas étonnants. La manière dont ils gèrent leurs émotions et ce qui se passe autour d'eux, c'est pas étonnant non plus. Malgré quelques scènes où on pourrait se dire ah ouais quand même, je m'attendais pas à ça. Bah là, non. Même ces scènes-là, on est un peu déçu par comment ça se passe. Donc bref, l'histoire, personnellement, très très déçu. J'espère que pour le tome 7 et 8, il va faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait là. Parce que on s'attendait à mieux avec les 5 premiers tomes qui étaient vraiment bons, franchement. Et là, on a l'impression qu'il nous a servi un fan service, quoi. On a attendu 5, 6, 7 ans là pour se taper un truc de 84 pages qui est vraiment pas terrible. Et d'ailleurs, au niveau du dessin, c'est pareil. On ressent ce côté fan service avec des dessins qui paraissent toujours aussi grandioses, hein, qui paraissent toujours aussi jolis, mais qui sont beaucoup moins finis que les premiers. On a toujours ce premier plan qui est à peu près joli et à peu près correct, mais vraiment beaucoup moins beau et beaucoup moins détaillé que les premiers tomes. Mais cette fois, l'inverse, c'est qu'on a un second plan qui est toujours avec quasiment aucun détail, avec vraiment un flou ambiant sur le fond qui n'est pas terrible du tout. Et même le fait que moi je suis un grand fan de Marini, là j'ai vraiment été très très déçu. On voit la ville de Rome là de nuit. Il n'y a quasiment aucun détail sur la ville. Et le plus marquant et le plus impressionnant, sincèrement, c'est surtout déjà si vous retournez sur le tome 1, 2, 3, 4, 5, où il y a plein, ça fourmille de détails, il y a plein de belles choses dans le fond. Là, on a une double page qui aurait pu être incroyable, qui est colisée, magnifique. Alors, quand je vous le montre d'ici, vous êtes là, ah ouais, c'est quand même vraiment, c'est beau, hein, c'est super. Je zoome, essayez de trouver le problème là. Je vous laisse quelques secondes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais à partir du moment où on passe ici, donc on n'est quand même pas très loin du premier plan, hein. Sincèrement, on n'est pas très loin. Là, il y a le premier plan, bon là, c'est même presque un petit peu plus loin, mais on a des personnages donc jusqu'à la deuxième case, et juste derrière, toutes les têtes des personnages sont floues. Et encore après, c'est même plus des têtes de personnages, c'est uniquement des ronds avec un petit peu de couleur dedans. C'est vide. Il y a quasiment rien, il n'y a aucun détail dans le fond. C'est vraiment décevant en fait, hein. C'est vraiment très très décevant quand on connaît Marini, quand on connaît son sens de... je ne connais pas personnellement bien entendu, hein, mais quand on connaît son sens du détail, etc., je trouve ça dingue qu'il ait fait quelque chose d'aussi simple. Hein. Même les gladiateurs au milieu, qui sont franchement vraiment comme un petit peu ce qu'on dirait des stick figures. Donc c'est juste un tronc avec 2 jambes et 2 bras. C'est décevant, c'est pas terrible. Donc personnellement, moi j'ai été vraiment très très déçu. Il y a quand même quelques belles scènes, notamment d'action qui sont assez jolies, mais c'est pareil, c'est assez figé comme ambiance. Même les scènes complètement de combat sont un petit peu figées, c'est des cases très classiques, avec quelques grandes cases comme ici, mais c'est plutôt pour montrer son dessin, son aquarelle qu'il a fait ça, à mon humble avis, parce que ça ne rythme pas le combat, ça ne donne pas beaucoup plus d'attractivité à l'image, et surtout, encore une fois, à chaque fois, quand on se penche sur une image, on voit qu'au premier plan, c'est à peu près détaillé et ce n'est pas trop flou, mais dès qu'on s'approche, on se rend compte que c'est flou derrière, c'est flou, il n'y a pas de détail. Il n'y a aucun détail, il y a des visages, juste un rond avec de la couleur dedans. Ça, c'est pas ce qu'on attend de Marini, c'est pas ce qu'on attend de son dessin et de son œuvre. Et franchement, c'est un peu ça tout le long. Donc tout le long, on est déçu. On a l'impression que c'est presque quelqu'un qui a pris le crayon de Marini, qui l'a copié, mais en moins bien, quoi. Et ça, c'est impressionnant. Toutes les scènes où il y a du second plan, c'est vide de détails, quoi. Encore une fois ici. Voilà, c'est complètement vide de détails, donc très très décevant. Et c'est ça toute la BD malheureusement. Donc voilà, comme vous voyez, super déçu. Franchement, j'attendais tellement mieux de cette BD et de Marini. Là, on a senti le fanfiction. Il veut donner aux fans qui attendaient depuis longtemps une BD. Il sort un truc énorme de 84 pages. Tout le monde s'attend à une merveille. Le scénario est complètement raté. Enfin, pas raté, mais on s'attend à mieux. On a 84 pages pour élaborer un scénario, quoi. On s'attend vraiment à quelque chose de mieux. Et puis, le dessin est bâclé. En fait, c'est sûr, 84 pages, c'est énorme à produire, mais on aurait préféré un 60 pages avec plus de détails, quoi. Donc, très dommage, très déçu. Et puis, j'espère que le 7 et le 8 vont être meilleurs. Et on arrive
à mon coup de cœur pour le coup en lecture de ces derniers temps, qui sont les deux Jonathan, l'épisode 5 et l'épisode 8, donc l'espace bleu entre les nuages et le privilège du serpent. C'est mon père qui me l'a offert quand il est passé me voir à Noël, et on a été ensemble dans cette petite boutique d'occasion, et il a trouvé ces deux Jonathan, parce que lui il adore la série Jonathan, et pour lui c'est les deux meilleurs, et c'est les deux surtout qui ont une très belle morale derrière et qui sont assez intéressants intellectuellement à lire. Et donc il me les a passés, il me les a offerts, et elles sont super belles. C'est des BD vraiment anciennes, hein, on le voit, elles sont jaunies, elles ont une odeur de BD d'enfance, enfin que moi personnellement j'avais dans mon enfance, des vieilles BD. C'est génial, ça m'a rappelé plein de souvenirs, ne serait-ce que de me plonger dedans. Puis c'est des BD très fines, hein, quand on voit par exemple face aux nouvelles BD, même si c'est effectivement pas le même nombre de pages, c'est vraiment beaucoup plus fin, beaucoup plus concentré, et c'est vraiment le classique format franco-belge, donc pas trop gros, mais un petit peu sympa, puis 50 pages quoi. Et c'est d'ailleurs des BD qui ont du vécu, puisque celle-là, elle est sortie en 1980, et celle-là en 1982. Donc c'est des BD qui ont plus de 40 ans. Franchement, elles sont d'ailleurs dans un état super bon. Et Jonathan, c'est donc écrit par Causet, Causet qui est un auteur-illustrateur suisse à la base, hein, et qui a créé beaucoup de très bonnes BD reconnues énormément dans la communauté de la BD tout simplement. Il a notamment fait le Bouddha Azur pour ceux qui connaissent, il a fait À la recherche de Peter Pan qui est vraiment bon aussi, et puis les fameux Jonathan, mais il a fait bien d'autres choses, hein, mais il a fait notamment ces trois-là que je connais personnellement. Et au travers de Jonathan, il voulait créer quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que ce n'est pas un héros, ce n'est pas un anti-héros, c'est quelqu'un qui cherche un sens à sa vie, qui va voyager, notamment passer une grande partie de sa vie au Népal, où il va juste finalement vivre des aventures, rencontrer des personnages, rencontrer des gens qui vont lui apprendre quelque chose, qui vont être un petit peu comme lui aussi à la recherche d'un sens dans leur vie. Et c'est ça que je disais par il y a une morale intelligente à la fin de l'histoire. Il y a ce côté justement, l'espace bleu entre les nuages, c'est de toujours trouver le positif dans des situations, de toujours rechercher le positif, le petit quelque chose qui vous rendra heureux. Et puis le privilège du serpent qui est vraiment tourné plutôt autour de la philosophie, de se comprendre, de se challenger aussi soi-même, de se rendre meilleur auprès des autres et auprès de soi-même. Donc bref, Jonathan, j'ai pas lu beaucoup de Jonathan pour le coup, j'en ai lu que deux, puisque j'ai les deux seuls ici, mais j'ai adoré, donc je pense que je vais en relire d'autres, je pense que je vais les acheter soit à la brocante où j'en avais trouvé, soit chez la bibliothèque, tout simplement les récupérer, les lire, et puis peut-être pas forcément tous les avoir à la maison, avoir peut-être que ceux qui me plaisent le plus, ou tout simplement demander à mon papa si lesquels il me conseille plus que les autres. Donc bref, voilà à peu près l'histoire. Chaque tome est différent, chaque tome ramène une histoire différente autour de lui, mais encore une fois, ce n'est pas un héros, c'est pas le sauveur de l'humanité. Et c'est, je crois, ça que j'ai beaucoup aimé, hein, puisque, comme je le disais, bon, c'était un coup de cœur, hein. Les deux BD, je les ai dévorés, je les ai lus très rapidement, et j'ai beaucoup apprécié ces deux BD, le sens qu'il y a derrière l'histoire, tout ce qui est vraiment remise en question, on en sort avec le sourire, avec une morale qui fait du bien au cœur, qui vraiment nous permet aussi de réfléchir nous-mêmes sur notre vie, sur ce qui se passe, sur comment on aurait vécu cette situation, qu'est-ce qu'on aurait fait. Bien sûr, il y a plein de situations qui sont complètement incroyables et qu'on n'aurait pas vécu nous-mêmes, hein, notamment dans l'espace bleu entre les nuages. L'histoire, c'est quand même qu'il ait rencontré un vieil amiral anglais qui a créé une superbe maison dans le Népal, dans l'Himalaya, et qui va en fait tout simplement avoir récupéré des chefs-d'œuvre de grands maîtres, notamment un Monet qui s'appelle l'espace bleu entre les nuages, et qui va essayer en fait tout simplement de survivre tout seul, tranquille, de se refaire une vie, etc. Et qui va pour cela vendre certaines de ses œuvres d'art pour en fait aider d'autres gens. Je ne vais pas tout spoiler non plus. Mais c'est des personnages qui sont très touchants à chaque fois qu'on va croiser, qu'on va rencontrer. Bien sûr, c'est des personnages qu'on ne pourrait pas vraiment croiser dans la vie, enfin quoique, hein, on n'a pas forcément tout vécu, donc on ne sait pas ce que nous réserve la vie, en fait, tout simplement. Mais c'est des personnages qui sont toujours humains, touchants, et puis il y a toujours une histoire derrière. C'est pas juste un personnage qui est un peu méchant ou un peu gentil,
c'est toujours un personnage qui a une histoire, qu'on essaye de comprendre, qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas d'ailleurs, mais qui est toujours intéressante. Donc personnellement, sur tout ce qui est scénario, les deux, je les ai trouvés vraiment bons du début à la fin. C'est 50 pages, donc ça va vite, et en plus, ça se lit vraiment très très bien et très facilement. Il y a quand même parfois beaucoup de texte sur certaines pages, mais c'est écrit en gros, c'est pas si compliqué à lire, et franchement, on est tellement dans l'histoire que c'est pas du tout dérangeant d'avoir ce côté parfois un petit peu beaucoup de texte. Et puis d'autres pages, on va être plus dans la contemplation, dans regarder l'histoire, prendre du recul sur ce qui se passe, essayer de mieux comprendre les personnages. Ah, j'ai beaucoup aimé, sincèrement, j'ai été quand même vraiment touché par cette histoire et par tout ce qui se passe autour. Et j'ai trouvé ça très, très bon, franchement, ouais, très, très, très bien au niveau de l'histoire et au niveau des personnages. La régularité qu'il arrive à mettre dans ces personnages, dans leur caractère, tous un peu différents des uns des autres, mais tous à la recherche d'un sens, ou tous qui sont complètement plantés leur tête en avant dans le sens de leur vie et qui veulent faire de leur vie ce qu'ils recherchent, entre guillemets. J'ai beaucoup aimé. Et puis pareil pour le deuxième tome, c'est aussi très doux, c'est très beau, c'est quelque chose que je conseille quand même beaucoup effectivement maintenant de lire aux gens. Alors c'est une vieille BD, hein, donc ça se lit vite, c'est écrit très bien aussi. Et c'est là où d'ailleurs je me suis dit que les nouvelles BD sont parfois un petit peu trop rapidement écrites peut-être au niveau des dialogues. Pas toujours, hein, bien sûr, il y a des très bonnes choses dernièrement, hein. Je ne prends pas ce recul-là non plus à ce point-là, mais je trouve que quand j'ai lu cette BD, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de bulles un petit peu partout, j'ai très rapidement pu lire l'ensemble. Ça fonctionne bien, c'est fluide. Alors que de nos jours, dès qu'il y a des BD avec un petit peu beaucoup de texte, hein, comme on pourrait avoir l'impression ici, eh bien on se perd un petit peu, on prend du retard, on lit lentement parce que c'est pas forcément parfaitement bien écrit. Et je trouve que là, c'est très bien écrit, c'est franchement très, très rafraîchissant en fait au niveau de la lecture. Et puis, il nous laisse avec certaines pages un peu de silence comme ça. J'avais parlé du silence notamment dans la BD de Larsenet, Blast. Là, on y retourne un petit peu. Il y a des moments de silence, il y a des moments de calme. Beaucoup moins, hein, bien sûr, que dans Blast, etc. Il y a beaucoup de dialogue quand même. Mais je trouve que c'est plutôt réussi au niveau des partages entre les dialogues, les moments de silence, les moments de contemplation. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Au niveau du dessin, comme je disais, c'est une BD qui est vieille, hein. Donc on va retrouver cette colorisation à l'ancienne qui était faite en quadrichromie. Donc c'est juste un aplat de couleurs. Et effectivement, vous voyez, des pages comme ici, les couleurs sont un petit peu toutes les mêmes. On n'a plus trop de différenciation. Les personnages passent d'un teint mat à un teint plutôt clair, à un teint plus foncé. C'est pas régulier. C'est des pages comme celle-ci que personnellement je trouve pas très belles au niveau de la couleur, qui sont un petit peu du coup choquantes pour ceux qui ne connaissent pas la lecture de vieilles BD. Mais moi je suis habitué, hein, j'ai commencé par lire que des BD comme ça, vraiment pas très réussis au niveau des couleurs. Même les premiers Torgal, hein, pour ceux qui se souviennent et ceux qui ont beaucoup aimé Torgal, on ne peut pas mentir, les premiers Torgal, la colorisation elle est pas belle, elle est pas réussie en tout cas. Et ça c'est un peu pareil sur celle-là. Les colorisations sont assez particulières, notamment l'utilisation de ce ton très pâle qui pour le coup fonctionne très bien parce qu'on ressent le froid du Népal, le froid de Katmandou, de toutes ces villes-là et de toute cette altitude. Mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs sur les personnages, ça marche pas toujours très bien, quoi. Ici, on est complètement sur du bleuté alors que juste après, il est tout jaune. Enfin, exactement pareil ici. Bon, c'est comme ça, c'est de la vieille BD, c'est de la colorisation qui est assez particulière. Mais au final, c'est pas choquant parce qu'on n'est pas là pour la couleur, on est là pour un joli dessin, parce que le dessin est joli pour le coup. Il est vraiment fourni de détails tout le temps. Les personnages, les visages, on parlait juste avant des visages très simplifiés, notamment dans la première que je vous ai présentée aujourd'hui. Mais là, on voit que les visages sont tous super détaillés. Il y a plein de petits détails, il y a plein de petits traits, c'est très travaillé. Ça me fait penser parfois un petit peu à du Blueberry où les visages sont très, très marqués de traits. Et du coup, ça fonctionne super bien au niveau du dessin. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas s'arrêter sur la colorisation qui est très 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 à l'ancienne. Donc voilà, Jonathan, gros coup de cœur. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux BD. Je vais en prendre d'autres, c'est sûr. Bibliothèque d'abord, demandez à mon père lesquels sont les meilleurs. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner aussi un petit top de mon papa, de ceux qui préfèrent dans les Jonathan. Et puis vous conseiller celles que j'ai bien aimées ensuite, suite de revues comme aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez dans tous les cas. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de me dire quand vous appréciez
appréciez plus ou moins les vidéos, quels sont les formats que vous appréciez le plus, et puis si vous avez lu toutes les BD d'aujourd'hui, et puis si vous les avez appréciées ou non, afin qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était BD & Co, bye.